Hello tout le monde. Retour pour la vidéo de la semaine. Cette fois, on parle justement d'un manga qui vient juste de se terminer, alors pas cette semaine, mais la semaine dernière, à savoir ce manga qui est là, qui s'appelle Le Tigre des Neiges d'Akiko Higashimura. Donc le Tigre des Neiges, comme je disais, ça vient juste de se terminer avec le tome 10 que vous voyez ici. C'était édité par le Lézard Noir en France, éditeur dont on a déjà parlé pas mal de fois. Et c'est d'Akiko Higashimura, une autrice dont on parlera peut-être un peu plus en détail à la fin de la vidéo, sans rentrer dans tous les détails, mais c'est une autrice qui commence à être très très connue, qui au Japon est même complètement très connue. En France, ça vient doucement, mais ça vient. Tigre des Neiges, c'est déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un shoujo, ce qui ne se voit pas forcément d'après les couvertures et même à la lecture, vous allez voir. Mais en fait, alors je vais enfoncer des portes ouvertes. Là, tout ce que je vais dire dans les minutes qui viennent, les fans de manga et d'autant plus les lecteurs et lectrices de shoujo le savent très bien, ce que je vais dire. Mais j'enfonce un peu des portes ouvertes pour les gens moins initiés qui peuvent passer sur ma chaîne. C'est que le shoujo, c'est un manga pour jeunes femmes. Ça veut dire, en gros, c'est le pendant féminin du shonen. C'est des mangas pour adolescentes, adolescentes avec un E. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément de la romance. On a tendance à résumer le shoujo à de la romance un peu facilement, parce que effectivement, dans les faits, il y a quand même beaucoup de romance. C'est peut-être le genre majoritaire, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais en tout cas, c'est un genre très représenté dans le shoujo, la romance, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, le shoujo, c'est avant tout un choix éditorial, c'est-à-dire il y a des magazines de shoujo qui sont adressés à une clientèle d'adolescentes, de jeunes femmes. Et dans ces magazines, peut y avoir des mangas de sport, d'action, de suspense, que sais-je, et de la romance, évidemment. Et tout comme dans un magazine de shonen, pour jeunes hommes, peut y avoir des mangas, encore une fois, de sport, d'action, de suspense, mais aussi de la romance. Techniquement, peut y avoir de la romance shonen. Alors, il y a peu d'exemples, tout comme, en réalité, il y a quand même peu d'exemples de shoujo d'action. Faut pas non plus se voiler la face. C'est-à-dire que c'est un sujet un peu sensible sur le Twitter, notamment sur le Twitter manga français, de dire ah non, le shoujo c'est pas que de la romance, c'est réducteur de dire ça. C'est vrai que c'est réducteur de dire ça, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et dire que y a tout dans le shoujo et que c'est tout autant des mangas d'action que le shonen. Il y a quand même beaucoup plus de romance dans le shoujo, beaucoup plus d'action dans le shonen. C'est des faits et il y a rien de mal à ça en fait. C'est pas du tout un problème. Hein. Mais voilà, mais l'image d'ensemble est un peu plus nuancée que ça. Et justement, Tigre des Neiges, qui est un shoujo, n'est pas un shoujo de romance, même s'il y a 2-3 histoires d'amour dans le déroulement de la série, mais c'est absolument pas le gros du truc. Le gros du truc en question, c'est un manga historique qui s'attarde sur l'ère Sengoku, donc au XVIe siècle au Japon. Et on va suivre, c'est un manga basé sur une biographie réelle, celle de Kagetora. Alors je vais l'appeler Kagetora, alors que le personnage a 1 milliard de noms dans le manga. C'était le Japon de l'époque, hein, c'est le Japon médiéval, suivant les statuts, les changements de fonction, les liens familiaux, tout ça. Les personnages n'arrêtent pas de changer de nom. Au fil de leur vie, ils ont 5 noms différents. Le nom le plus utilisé pour l'héroïne, c'est Kagetora. Donc on va l'appeler Kagetora, c'est plus simple. Kagetora, qui était un seigneur de guerre japonais, donc au XVIe siècle, et qui a vraiment existé. Mais l'autrice Akiko Higashimura nous explique qu'il y a plein d'éléments dans la biographie de ce Kagetora qui sont étranges. Notamment, je vais essayer de vous le trouver, il y a un portrait authentique de ce Kagetora, le voilà, qui pose question parce que pas mal d'experts trouvent qu'il y a des traits très féminins sur ce portrait. C'est censé être un homme, hein, Kagetora. Voilà, ça c'est ce portrait qui est un portrait authentique. Il y a plusieurs, il est dit dans plusieurs chroniques de guerre de l'époque que Kagetora, par exemple, s'absentait des champs de bataille de quelques jours par mois, même en pleine bataille. Ce qui fait penser quand même aux règles. Il y a des choix diplomatiques faits par ce Kagetora qui également ne semble pas très masculin en fait dans certaines choses par rapport aux représentations de genre de l'époque. Alors c'est que des hypothèses, rien n'est sûr, rien n'est l'hypothèse, enfin pas l'hypothèse, mais la théorie, la vérité historique reconnue, c'est que Kagetora est un homme. Point.
Il n'y a pas d'histoire comme ça. Mais il y a plein de petits doutes, plein d'éléments qui vont dans le sens que peut-être c'était une femme. Et c'est le point de départ d'Akiko Higashimura, l'autrice, qui décide donc de raconter la vie de Kagetora en partant du principe que c'était un homme. Voilà. Et donc on va suivre Kagetora, femme. C'est le point de départ, c'est comment dire, c'est la thèse d'Akiko Higashimura. On va la suivre sur une bonne partie de sa vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, enfin plus que l'âge adulte même, jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Il y a quelques pages couleurs dans chaque tome qui sont magnifiques. J'adore les couleurs de Akiko Higashimura, et notamment le travail sur les yeux de Kagetora, les yeux et le maquillage. Je trouve qu'elle a donné un vrai charisme à son personnage via les yeux. On dirait qu'elle est maquillée avec des couleurs très étranges souvent. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait autour de ça. Et donc oui, voilà, on va suivre l'histoire de Kagetora, qui devient une guerrière, une seigneur de guerre. C'est très intéressant parce que donc c'est une héroïne très forte, très seigneur de guerre. Genre elle veut faire les batailles, elle est très stratège. Elle est pas du tout, c'est pas du tout contre son gré qu'elle devient seigneur de guerre. Au contraire, elle a été un peu nourrie depuis l'enfance par son père, qui lui a dit et répété qu'elle était la réincarnation du dieu de la guerre. Et donc elle a grandi dans cette idée-là, qu'elle était la plus grande guerrière à avoir jamais foulé le sol du Japon, que c'était son destin de mener les hommes à la guerre, tout ça, machin. Donc elle n'est pas du tout contrainte, il n'y a pas ce trope, ce cliché de la femme qui se bat pour défendre son pays, mais qui aimerait rester à la maison, machin. Non, elle, c'est une vraie guerrière, elle a trop envie de se battre, elle est très forte à ça, c'est une très bonne meneuse d'hommes, et donc on va suivre tout ça. Et ce qui est marrant, et c'est peut-être dû au fait que l'autrice est une femme, Akiko Higashimura, pardon, elle a réussi à faire que Kagetora ne soit pas l'archétype, vous savez, de la meuf badass. L'héroïne badass, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup cet archétype de l'héroïne un peu qui a toujours une punchline et un flingue à la main, et qui souvent un peu sexy, souvent très sassy, comme on dit, avec de la répartie. Typiquement, ça va être Revi dans Black Lagoon, ça va être ça peut être j'en avais parlé en fait, j'ai dû en parler dans Arms Peddler, je crois, une vieille vidéo sur Arms Peddler, mais oui, c'est un type de personnage qu'on connaît très très bien. Et là, ce n'est pas ça, c'est encore un autre type de personnage qu'on a moins l'habitude de voir, qui est une femme guerrière, qui fait la guerre, factuellement c'est une femme guerrière, mais qui n'a pas ce truc d'héroïne badass, qui est pas, en fait, c'est pour dire les choses, ce n'est pas un fantasme masculin. C'est-à-dire c'est une femme guerrière, mais qui est écrite par une femme, et qui n'est pas... Parce qu'en fait, la femme badass, c'est un peu un fantasme masculin. C'est une femme qui est faite pour des hommes, alors qui est une femme puissante, qui est une femme qui s'en laisse pas compter, qui porte le récit sur ses épaules, qui a besoin de personne, tout ce qu'on veut. Très bien. Mais c'est fait souvent par des hommes, pour des hommes. Et ça se sent un petit peu. Moi, ça me dérange pas. Je suis un homme, je suis très content, tout va bien. Mais c'est un fait. Et là, du fait que c'est un shoujo, Kagetora, elle a été faite plutôt pour des femmes. Et donc, c'est un autre ressenti. En fait, c'est pas, elle n'a pas ce côté badass à se la jouer, à rouler des mécaniques, à être plus forte et plus sexy que tout le monde, tout ça. Elle est sur autre chose. Elle est sur un truc, on est presque sur des intrigues un peu plus politiques, un peu plus diplomatiques, de lien avec ses vassaux, avec ses lieutenants. Ça parle aussi d'amour. C'est pas une romance, vraiment. N'ayez pas peur de ça si vous voulez pas de romance. Mais il y a un aspect de relation amoureuse aussi, parce que elle devient adulte, elle commence à s'éveiller aux sentiments, à la sexualité aussi. C'est des choses importantes aussi dans le récit, qui sont très bien traitées. Il y a une vraie délicatesse. Alors, comme je vous dis, c'était une seigneur de guerre Kagetora. Je dis encore une fois, la version officielle dit que c'est un homme, mais on va partir du principe que Higashimura, la thèse d'Higashimura est la vraie. C'est une seigneur de guerre qui fait de la guerre, beaucoup, qui a sa vie tourne autour du conflit, de la politique, et la politique de l'époque au Japon est beaucoup une politique de guerre. Mais le manga lui-même n'est pas un manga très guerrier. En réalité, il y a peu de scènes de bataille. Il y en a quelques-unes. Vous voyez, il y a quelques dessins qui font penser à des scènes de bataille. Mais en réalité, ça dure jamais très longtemps.
Le gros du manga est plus sur les relations entre les personnages et sur la diplomatie. Il y a un vrai truc autour de la diplomatie. On voit Kagetora voyager dans le pays pour créer des liens avec telle ou telle province. C'est contrecarrer l'avancée diplomatique d'un autre, des choses comme ça. Mais c'est pas... y a peu de scènes de bataille, de violence. Il y en a quelques-unes, mais peu. Le dessin est très soigné, très léger. C'est très shoujo, encore une fois. Le shoujo, c'est aussi, au-delà de savoir dans quel magazine ça a été publié, c'est aussi des codes, notamment graphiques. Et là, je pense pour quelqu'un qui connaît un petit peu le manga, il voit immédiatement que c'est un shoujo, dans la légèreté des traits, dans le tracé des visages. Je suis vraiment très très fan du visage de Kagetora. Je trouve que son design est extrêmement réussi. Donc ouais, le dessin est très très chouette. Il y a un truc, il faut que je vous montre, il y a un truc que j'ai adoré dans ce manga, c'est qu'en fait, Akiko Higashimura assume complètement le côté manga historique. C'est-à-dire, elle ne le raconte pas totalement à la première personne. Vous savez, par exemple, comme un manga très connu en ce moment, Kingdom, qui est plus ou moins historique. Enfin, c'est très romancé, mais qui est plus ou moins historique. C'est raconté au premier degré, c'est-à-dire on est dans l'action avec les personnages. Là, Akiko Higashimura nous rappelle très fréquemment qu'on est dans un manga. Et en fait, ça se matérialise comme ça. Vous voyez, le haut des pages, elle nous raconte l'histoire. Et le bas des pages, quand ça devient trop historique, elle se dessine elle-même en train de nous résumer ce qu'elle est en train de raconter en haut. Parce qu'en fait, ce qu'elle raconte en haut, c'est très compliqué. Là, vous voyez, il y a des textes comme ça. Yodogimi, seigneur du château de Yodo, Iya Naotora du clan Il, Tachibana Ginshozo de la province de Shikugo. Il y a des noms, des endroits, des faits historiques incompréhensibles, des trucs complètement oubliés, d'autant plus pour un occidental qui n'a même pas les bases de cette histoire-là. C'est incompréhensible à certaines pages. C'est pas que c'est incompréhensible, mais c'est que ça demande une expertise historique. Il y a un degré de détail qui est très important. Et donc, Higashimura se dessine en bas des pages et nous résume le truc, mais vraiment en mode comme si on avait 3 ans et qu'on était un peu con. Et donc, vraiment, elle nous résume le truc, genre, alors lui, c'est un méchant, lui, c'est un gentil, ils habitaient à la campagne. C'est pas la peine de se rappeler du reste. Et elle nous fait ça. Et il y a beaucoup, c'est pendant tout le manga, toute la série, ça revient. Là, c'est au tout début, je savais que ça y était, donc ça me servait de repère, mais pendant toute la série, vous avez ces apartés qui sont, je crois, elle appelle ça les moments T, comme la boisson, de Higashimura. Et donc ça, on va l'avoir pendant toute la série, c'est très drôle. Et il y a aussi des phases, même au-delà de ces moments T, la pause T, c'est ça, la pause T. Au-delà de la pause T, il y a aussi des mises en scène où, par exemple, certains chapitres s'ouvrent, vous voyez, comme ça, par un truc très documentaire, où elle va nous dire tel endroit était célèbre pour ça, et elle en parle souvent au passé. Vous voyez, le château de Kazugayama était dans l'histoire du Japon le château de montagne le plus grand et le plus puissant de l'ère Sengoku. Là, on n'est pas dans le récit, on est dans l'autrice qui nous parle directement à nous, lecteurs. Donc, il y a une espèce de mise à distance que j'ai trouvée très intéressante dans l'écriture, où on n'est pas tout à fait au premier degré de l'histoire. On est vraiment, l'autrice nous rappelle très fréquemment qu'on est en train de lire une fiction, qu'on est en train de lire sa version des faits, et que c'est pas un documentaire, que c'est pas, qu'il faut pas le prendre totalement au premier degré, que c'est un manga. Et j'ai trouvé ce jeu-là qui est en fait une façon de casser le 4e mur de la part de Higashimura. J'ai trouvé ça très intéressant, très original. J'avais jamais trop vu ça. En tout cas, pas à cette importance. C'est-à-dire que là, ça revient très souvent dans le manga. Et ça a pu arriver des auteurs de manga qui cassent un peu le 4e mur. Il y en a, mais même Akira Toriyama qui de temps en temps se représentait dans les cases de Dr. Slump ou de Dragon Ball. Mais c'était très rare quand même. Là, c'est pas du tout très rare. C'est vraiment dans chaque volume, vous avez 2-3 passages comme ça. Et donc voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là. Que vous dire d'autre ? Je veux pas trop spoiler. Alors, le côté manga historique, moi, me faisait un peu peur au départ, parce que j'avoue que l'histoire du Japon, il y a un côté abscon, comme je vous dis, c'est beaucoup de noms très compliqués, beaucoup d'endroits pas très connus, qui souvent en plus ne s'appellent plus comme ça aujourd'hui, donc on se perd complètement. C'est très dur de voir les liens avec le Japon d'aujourd'hui. Enfin, voilà une postée. Vous voyez, dès que ça devient un peu compliqué, très documentaire, elle nous traduit un peu le truc en bas des pages, quoi. Et c'est très drôle en plus. Il y a vraiment eu un comique dans tout ça. Et
Et ouais, donc le côté historique, moi, me faisait un peu peur. Et je pense que ça doit être le cas de pas mal d'entre vous. Enfin, le côté manga historique, c'est pas un truc qui rassure. Mais en fait, c'est justement le mécanisme des postés d'Higashimura, le charisme de Kagetora, l'héroïne. Tout ça fait qu'en fait, on se laisse porter. Il y a plein de personnages secondaires, dont ce mec-là, là, le blond avec un bandana, qui sont très drôles, qui apportent beaucoup de légèreté dans les dialogues, dans leur attitude. Le récit est pas du tout. Alors, il y a un côté grave, il y a un côté tragique, il y a des scènes vraiment touchantes, assez tragiques. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a vraiment de l'émotion et du tragique, oui, je trouve pas d'autre mot. Mais il y a aussi tout un côté léger qui passe beaucoup par les personnages secondaires. Tous les mecs que vous voyez là sur cette double page sont des personnages que vous allez suivre tout au fil du récit et qui sont tous un peu des idiots, mais des idiots très sympathiques. Mais c'est l'entourage de Kagetora, du seigneur de guerre Kagetora. Et tout ça fait qu'en fait ça se lit très très bien. C'est un manga vraiment au croisement de plein de choses, avec donc les codes du shoujo, mais manga historique, avec un peu d'action, avec ce truc de quatrième mur cassé. Tout ça en fait un manga très très étrange. Très étrange mais très charmant et qui se lit très bien. Vraiment, n'ayez pas peur du côté historique, n'ayez pas peur du côté va y avoir plein de noms compliqués. L'autrice va vous aider. Elle va vous traduire tout ça, ça va très bien se passer, vous en faites pas. L'édition est très belle, comme je vous montre de temps en temps, il y a des pages couleurs. Le Lézard Noir a fait du très bon travail. Il y a des pages couleurs, mais pas toutes les pages couleurs. De temps en temps, on voit qu'il y a des chapitres qui étaient originellement en couleur et qui ne sont pas en couleur, qui sont en noir et blanc. Vous savez, ce noir et blanc qu'on connaît bien, nous autres lecteurs de manga, où on sent que c'est un noir et blanc qui a été en couleur un jour. J'essaye de vous le trouver, le noir et blanc gris foncé. Vous voyez de quoi je parle, vous voyez très bien de quoi je parle, je pense. Donc il y a un peu ça, donc il n'y a pas toutes les pages couleurs, mais c'est quand même une belle édition qui coûte un peu cher comme toujours avec le Lézard Noir, c'est 13 € le tome, il y en a 10, après c'est des grands formats, voilà. Là c'est la doublure de Kagetora, en fait Kagetora donc cache dans le récit le fait qu'elle est une femme, parce qu'elle ne sera pas prise au sérieux par les autres seigneurs de guerre, et elle a une doublure pour ses apparitions publiques, qui est un mec qui lui ressemble un peu, qui est un personnage important aussi, qui est un personnage très attachant du récit aussi, sa doublure. Qui est un mec qui a pas du tout envie de se battre, lui, pour le coup. Et voilà. Je crois que je vous ai dit un peu tout ce qui était intéressant sur tout ça. Encore une fois, toute l'histoire est vraie. Le seul truc qui est pas vrai, en tout cas pas vérifié, c'est le fait que Kagetora était une femme. Et il y a quand même, dans le récit, il y a énormément de choses qui découlent de ça. Sa condition de femme est un sujet très important du Tigre des Neiges. Le Tigre des Neiges, juste pour vous expliquer, c'était le surnom de Kagetora parce que il était agressif comme un tigre et il venait d'une région enneigée du Japon. Voilà. Mais oui, donc l'histoire est vraie. Les faits historiques racontés, les batailles relatées, tout ça est authentique. Donc j'ai envie de vous dire, si vous vous intéressez à l'histoire du Japon, ça peut être abordé sous cet angle-là. Après, c'est tellement détaillé, tellement spécifique que je suis pas sûr que vous allez tout retenir. Moi j'oubliais la moitié des noms à peine je les avais lus, hein, je vais pas vous mentir. C'est très très détaillé. On a vraiment des cases comme ça, vous voyez, où avec des noms de lieutenants qu'on entreaperçoit dans le manga 3 fois. C'est des cartes tout le temps, des trucs. Mais c'est pas très important. Le gros du récit ne nécessite pas que vous reteniez les choses. Mais ça peut vous intéresser aussi sous cet angle-là. Voilà. Moi, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le suivre là au fil des 10 tomes. Et la fin est chouette. Il n'y a pas de déception. Ça se termine par une grosse bataille. Tout le récit mène un peu à une grosse bataille qu'on nous annonce depuis le début. Parce que la bataille est connue, vu que c'est un fait historique. Il n'y a pas de suspense, on sait que cette bataille va avoir lieu. C'est une bataille célèbre dans l'histoire du Japon. Et donc, on a la bataille dans le dernier tome. J'avais un peu peur parce qu'au 9e tome, elle n'y est toujours pas, la bataille. Hein. Et je me disais, mais est-ce que Akiko Higashimura va finir son manga sans nous montrer la bataille, en fait, avec une espèce d'entourloupe un peu. Et en fait, non, la bataille y est, il n'y a pas de souci. Donc, vous ne serez pas déçus. Le personnage Kagetora, ultra charismatique, cette couverture, je la trouve incroyable. Kagetora enfant, là, il y a un charisme sur cette couve que je trouve génial. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous conseille vraiment le Tigre des Neiges. Et je vous le conseille d'autant plus, comme je vous disais, pour peut-être voir du shoujo qui n'est pas du shoujo de romance. Ça existe, il y en a même plein en réalité, mais qui ne sont pas forcément traduits en France. Voilà. On a quand même beaucoup de shoujo de romance. Là, c'en est pas un, donc allez-y. C'est très intéressant à découvrir. Et on reparlera peut-être un jour d'Akiko Higashimura.
notamment pour Tokyo Tarareba Girls, que j'aime beaucoup aussi, une autre de ses séries, qui n'a absolument rien à voir, qui là est un josei, donc pour femmes adultes, réaliste, sur la place des femmes au Japon aujourd'hui, en gros. C'est un récit comique. Enfin, comique. Entre autres comiques. Mais il y a beaucoup trop à en dire pour que j'en parle en 3 minutes à la fin de la vidéo. Donc, on reviendra peut-être dessus, ou peut-être pas, je ne promets rien, mais c'est possible. Et en attendant, lisez Le Tigre des Neiges, c'est vraiment super bien. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 18h en ce moment. On reviendra peut-être au dimanche, je sais pas. Je continue le test encore quelques semaines. Et je vous dis à très bientôt. On n'a pas vu Ronnie dans la vidéo, il n'est même pas dans la pièce. Je suis désolé pour ses fans. Il fait la tête, je ne sais pas où il est. Ah ben il est là. Vous le voyez en plein soleil. On se quitte avec lui. Allez, bonne semaine à tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous.